Bonjour, je suis ravie de vous présenter cette deuxième émission des causeries dédiée à l'entrepreneuriat sur votre web TV, l'Université numérique de La Réunion. Cette émission a pour objectif de recevoir un invité ou une invitée qui exerce dans un domaine d'activité en lien avec l'entrepreneuriat sur le territoire de La Réunion pour qu'il puisse nous partager sa vision, ses expériences sur un sujet en particulier. Et aujourd'hui, je vous présente Emmanuel Nechifor qui va nous parler de l'entrepreneuriat étudiant. Emmanuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup Aurélie. Donc Emmanuel Nechifor, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis consultante en accompagnement du changement et je suis également Chief Operations Officer. Donc je m'occupe de tout ce qui est opérationnel au sein d'une superbe association qui s'appelle The Wonders et qui est présente sur tout le territoire français, donc en métropole et à La Réunion. Merci Emmanuel. Alors, après avoir posé quelques éléments de contexte et de statistiques, nous parlerons de l'audace d'entreprendre, des difficultés rencontrées par les femmes et des solutions qui sont mises en œuvre et envisagées pour faire évoluer donc la situation. Alors, avant de parler des situations et de la situation entrepreneuriale des femmes, je vous laisse Emmanuel nous remémorer en quelques dates donc les éléments législatifs qui ont considérablement contribué à l'évolution de la vie professionnelle des femmes. Je vous remercie. Et effectivement, il y a pas mal d'évolutions qui sont arrivées sur le plan législatif. On a eu notamment le droit de vote des femmes qui est arrivé, malheureusement assez tard, mais ça y est, on l'a. On a aussi le principe d'égalité de rémunération, qui aujourd'hui est un principe constitutionnel et auquel on a eu accès à partir de 1946. Le fait que les femmes aient pu travailler et ouvrir un compte en banque, alors ça a l'air de rien aujourd'hui, mais ça n'est arrivé qu'en 1965. Donc pour pas mal de nos téléspectateurs aujourd'hui, je pense qu'il y en a certains pour qui les parents sont concernés, par exemple, ou les grands-parents. On a eu le principe de non-discrimination à l'embauche. Voilà, sur le fait que qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a un accès égal à l'emploi à partir de 1975. Et on a eu en 83 la loi Roudy qui a été très importante pour les principes d'égalité dans tous les champs professionnels et tout ce qui touche à la notion d'égalité des chances. Donc là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus large. Et en 2014, on a eu la loi pour l'égalité réelle qui a permis notamment la mise en place du congé parental et partagé. Merci Emmanuel pour ce rappel. Ces dates, elles sont importantes parce qu'elles reflètent de l'évolution. On voit bien qu'on parle d'égalité réelle à partir de 2014, comme si l'égalité préalable était presque factice. En tout cas, réelle, ça pose un peu plus les choses aujourd'hui. Alors, pour parler plus précisément de l'entrepreneuriat féminin, on peut dire aujourd'hui qu'il y a 41% des créations d'entreprises qui sont créées par des femmes. Donc ça veut dire quand même qu'il reste 59% d'entreprises créées par les hommes. Alors pourtant, l'étude observatoire de BPI, Banque publique d'investissement, sur le plan de l'intention, nous dit qu'il n'existe pas de gap en fait entre l'intention chez les femmes et chez les hommes, contrairement à l'indice entrepreneurial que je vous laisse commenter sur la diapositive suivante. Effectivement, quand on regarde sur le terrain de l'intention, on a autant d'hommes que de femmes qui veulent entreprendre. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. La seule chose, c'est quand on est dans ce passage à l'action et qu'on se dit, ça y est, je me positionne en porteur de projet, je me positionne en chef d'entreprise, dans ce cas-là, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc effectivement, comme vous le disiez juste avant, on a un indice entrepreneurial qui mesure en fait le dynamisme entrepreneurial, qui permet de voir entre les hommes et les femmes sur toute la vie de l'entreprise, donc de l'idée de l'entreprise jusqu'au moment où on la ferme par exemple. Et on se rend compte qu'il y a plus d'hommes dans la partie dynamisme entrepreneurial, donc qui passent à l'action pour créer leur entreprise, mais que cet écart entre hommes et femmes a tendance à diminuer. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Mais on a quand même un écart entre le moment où on doit passer à l'action. Ok.
Et on a une autre statistique, alors qui vient pas de BPI France, qui vient du Boston Consulting Group. Et cette statistique, elle nous parle des femmes dans les startups. Oui. Est-ce que vous, dans ce que vous expérimentez aujourd'hui, dans les femmes que vous rencontrez et qui souhaitent entreprendre, vous avez le reflet de ces statistiques donc, qui disent que 79% des créations de startups sont créées par des équipes qui sont exclusivement masculines, ce qu'on peut voir sur la prochaine diapositive sur les statistiques, et seulement 4% qui seraient 100% féminines finalement. Oui. Exactement, donc déjà on voit que de l'intention à l'action, il y a une déperdition. Oui. On a moins de femmes qui entreprennent. Et ensuite, quand on entreprend, il y a différentes façons d'entreprendre. On peut entreprendre en étant à son compte, donc en étant freelance. C'est là où on va retrouver beaucoup de femmes. On peut entreprendre en ayant une entreprise, on va dire, classique. Donc là, on est plutôt sur de la très petite entreprise ou de la PME. On va retrouver des femmes, mais un peu moins qu'en freelance. Et on a cet objet un peu particulier qui est la start-up, où là, on est plutôt sur de l'innovation. C'est ça. Et en fait, quand on parle innovation, l'innovation peut avoir plusieurs sens. On peut parler d'innovation sociale, on peut parler d'innovation de process. Mais l'innovation qu'on retient le plus, c'est l'innovation technologique. Et c'est celle qui est le plus valorisée en France. Et ce qui se passe quand on pousse sur l'innovation technologique, c'est que de fait, on va avoir plus d'hommes que de femmes. Pourquoi ? Principalement parce que l'aversion au risque pour les femmes est plus forte. Les femmes ont tendance à vouloir tout boucler, à ce que tout soit parfait. Et en fait, quand on est dans de l'innovation, on est aussi dans de l'exploration. Donc, il y a un certain lâcher-prise à avoir. Et ensuite, parce que quand on parle innovation technologique, aujourd'hui, on parle d'innovations qui sont plutôt de l'ordre du développement informatique et qui vont donc mobiliser des connaissances plutôt en mathématiques et dans ce qu'on appelle plus largement les STEM, sciences des technologies de l'ingénieur et puis tout ce qui est mathématique. Et du coup, on sait que dans ces filières-là, dès l'orientation, donc là, on n'est même plus dans j'entreprends et dans la vie professionnelle, on est avant, on est en amont, et on sait que sur l'orientation, il y a très peu de femmes, en fait, très peu de filles, qui vont sur les terrains des mathématiques ou des sciences appliquées aux sciences de l'ingénieur. Donc forcément, ça va se ressentir au niveau des startups. Effectivement. Alors, Emmanuelle, j'ai assisté récemment à une de vos conférences que j'ai trouvée très intéressante. Merci. Et la thématique que vous abordez qui m'a interpellée, c'est la question de l'audace. Et donc, ça a aussi orienté notre émission du jour. Parce que, alors je vais reprendre une définition de l'audace de David Autissier, qui est directeur de la chaire Innovation managériale et excellence opérationnelle à l'ESSEC, qui dit « L'audace, c'est savoir prendre des décisions et agir de manière responsable et efficace. C'est privilégier l'action au discours avec la volonté d'obtenir des résultats visibles et partageables. » Donc on a fait une petite définition sur diapositive aussi pour aider à situer la manière littéraire d'envisager l'audace, et puis cette description, cette définition de la part de quelqu'un qui travaille vraiment au cœur de l'entrepreneuriat. Et en fait, je voulais savoir un petit peu par rapport à ce que vous percevez. Est-ce que ça correspond à ce que vous définissez de l'audace ? Alors, ça correspond, et je vais dire en partie. Pourquoi ? Parce que dans la définition très intéressante de David Autissier, il y a un élément qui manque et qu'on retrouve en fait dans la définition que vous aviez juste avant, la définition, on va dire, stricto sensu, qui est la définition autour de la témérité et du fait de se mettre en danger, qu'on ne retrouve pas forcément en fait dans la description telle quelle de David Autissier. Et l'audace, c'est plus ça. L'audace, c'est un mélange d'action et d'ambition. Si on n'a que de l'action, on n'est pas forcément dans l'audace. Pour de l'audace, il faut qu'on ait bravé un danger. Il faut qu'on se soit surpassé, il faut qu'on soit sorti de sa zone de confort. Là, on est sur de l'audace. Très bien. Alors quand même, je souhaite attirer votre attention sur un point en particulier, c'est que nous allons généraliser nos propos. Mais bien entendu, il s'agit de grandes tendances. Certaines femmes pourraient ne pas se reconnaître dans ce que nous allons décrire. Certains hommes pourraient se reconnaître dans ce que nous allons décrire. Si on ne veut pas, nous aussi, tomber dans les stéréotypes de genre, c'est important de souligner ces points-là. Alors, Emmanuelle, est-ce qu'en général, et selon vos observations, les femmes que vous rencontrez dans vos accompagnements, finalement, manquent d'audace ou manquent de l'audace nécessaire pour entreprendre ? Merci beaucoup pour la question. Les femmes, elles ne manquent pas d'audace. Quand on discute avec elles et quand on voit les projets qu'elles ont, il y a de l'ambition. Elles sortent de leur zone de confort et souvent, elles veulent faire bouger les lignes. Quand on veut entreprendre, on veut qu'il y ait un changement. Et comme on veut qu'il y ait ce changement, il y a de l'audace.
Là où il y a une différence avec les hommes, c'est qu'elles ont tendance, pour la plupart, à se poser beaucoup de questions et à se dire il faut absolument que tout ce que je fasse soit décidé et validé. Et en fait, je le disais précédemment, entreprendre, c'est innover et c'est explorer. Et donc, par définition, il faut un certain lâcher-prise et il faut se dire, je vais avancer, j'aurai mes grands jalons, mais je sais que pendant l'exploration que je vais devoir faire, il y a des moments où il va falloir que je m'adapte. Et en fait, c'est plus sur comment les accompagner sur voir les moments où il faut s'adapter et surtout apporter la bonne réponse à l'adaptation de chaque nouvel obstacle ou nouvelle opportunité. Il y a aussi ça. Parce qu'en fait, rester trop longtemps fixé sur des jalons ou sur des règles qu'on se met, c'est aussi se fermer des opportunités. Bien sûr. Donc l'accompagnement des femmes, il n'est pas tant dans l'audace intrinsèque que peut avoir leur projet, mais c'est plus dans une posture et c'est plus dans leur confiance à elles, et dans la confiance qu'elles ont en leur projet et dans ce grain de folie à un moment, de se dire ça y est, j'y vais. Oui, donc en fait, elles n'ont pas de problème d'audace d'intention, comme on le voit finalement au début des diapositives, mais vraiment, c'est au moment de passer à l'action. Oui. Et c'est pour ça que la définition de M. Autissier était intéressante, c'est que là, il parle vraiment de passage à l'action. Et donc, voilà, quels sont finalement les freins du passage à l'action des femmes que vous avez identifiées ou que vous connaissez, qui sont finalement les clés de la suite, en fait, alors, les clés de l'accompagnement. Effectivement. Et dans les freins, c'est plutôt des freins personnels. C'est est-ce que je vais être capable de le faire ? Ça va être, je vais prendre des risques, donc en fait, comment est-ce que ça va se répercuter sur ma vie familiale, sur ma vie professionnelle, sur mon entourage et donc, on est plus sur des freins, soit de l'ordre de l'environnement, donc de l'environnement de proximité que je vais avoir, soit des craintes par rapport à moi et ma capacité à pouvoir mener ce projet à bout. Donc, on voit effectivement qu'il y a deux types de freins. On est soit sur des freins qui sont internes, donc principalement de l'ordre de la croyance limitante ou des doutes sur ses capacités. Et on peut avoir aussi des freins qui sont de l'ordre structurel, et où là, c'est l'entourage que je vais avoir et aussi la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on projette des choses différentes quand on est un homme et qu'on est une femme. C'est là où la notion de rôle modèle ou alors la notion de représentation est très importante. Parce que quand on se sent représenté, on a vu quelqu'un qui nous ressemble, qui l'a déjà fait, et donc ça nous paraît moins insurmontable, ou ça nous paraît tout de suite possible. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des rôles modèles ? Je vois que vous avez des cartes devant vous avec des chiffres inscrits en gros et j'ai souvenir que vous parlez de rôle modèle parmi ces cartes. Exactement. En fait, donc là, les cartes que je vais vous partager, ce sont des cartes qu'on utilise dans le cadre d'un atelier qui s'appelle la fresque de l'équité, donc qui permet à peu près en 2h30 d'expliquer pourquoi aujourd'hui il y a un accès différent quand on est un homme ou qu'on est une femme à des choses aussi importantes que la santé, l'éducation ou encore le travail. Et en fait, un des éléments qui nous a interpellés quand on a créé cette fresque-là, c'est que en termes de représentation, les femmes ne sont pas forcément présentes, notamment dans les médias. On a par exemple une carte où on se rend compte qu'on a plus de 83% des personnes qui sont présentes en une de presse sont des hommes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je regarde la presse de façon générale. Notamment, et c'est encore plus fort en termes de pourcentage quand on va sur la presse spécialisée, la comme presse de la sportive, presse par exemple, économique, financière. Dans ces presses-là, effectivement, c'est très rare en une d'avoir une femme, par exemple. C'est vrai. Et même à l'intérieur, quand on feuillette, c'est principalement des hommes qui sont mis en lumière. J'ai un souvenir sur la presse sportive de deux champions, un champion et une championne de football à l'échelle internationale. Et tous les deux avaient gagné le premier prix. Enfin, voilà, je ne m'y connais pas très bien en foot, donc je ne saurais pas vous dire exactement quel prix. Mais en tous les cas, ils étaient tous les deux détenteurs de ce même prix. Et la une d'un grand journal sportif français ne mettait que le prix du monsieur et pas du tout la dame. Ouais. Donc voilà, c'est encore un chemin à parcourir sur ce sujet-là. Ça peut arriver aussi, par exemple, quand on regarde l'équipe française de football qui a une victoire, quand au même moment, l'équipe française masculine de football a une défaite, la défaite va faire la une et la victoire ne fera l'objet que d'un encart. Donc le traitement dans la presse n'est pas le même. Effectivement.
Alors, on a parlé des freins, bien sûr, mais à un moment donné, on a des solutions. Enfin, en tout cas, il y a au moins des leviers à actionner pour améliorer la capacité à entreprendre et à passer à l'action de ces femmes. Donc voilà, la première partie de ces leviers, ils vont être d'ordre justement de travail sur les freins internes. Et vous, dans le cadre de votre accompagnement, c'est quelque chose qui doit vous parler. Alors si on prend une définition de l'accompagnement, ce terme recouvre un ensemble de relations et ou médiations inscrites dans le temps et l'espace, visant à apporter les ressources matérielles et immatérielles nécessaires aux créateurs ou aux repreneurs. Donc les ressources immatérielles, ça va faire partie de l'accompagnement. Les ressources matérielles, on en parlera aussi parce que finalement, ça reste en lien avec l'accompagnement, sans lequel il est difficile d'accéder aux ressources matérielles. Exactement. Et en fait, quand on parle d'immatériel, moi, il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur chez The Wonder, c'est la notion de posture. En fait, la posture, c'est occuper l'espace à sa juste valeur ou de façon adaptée par rapport au rôle qu'on doit porter. Et donc aujourd'hui, on a un vrai accompagnement, nous, au niveau des femmes, sur oui, je suis chef d'entreprise. Et donc, j'ai une posture qui doit aussi aller de pair avec ce rôle. Et donc, on travaille beaucoup sur la confiance en soi. On travaille aussi sur le fait de partager autour de son projet. On a tendance à vouloir faire en sorte que tout soit parfait avant de partager, alors qu'en fait, non. Un projet qui fonctionne, c'est un projet qui provoque l'adhésion. Et on ne peut pas provoquer l'adhésion si on n'a pas parlé de son projet. Donc, on les accompagne aussi pour la prise de parole. On les accompagne aussi pour qu'elles soient à l'aise et confortables sur leur projet et qu'elles puissent... Alors, c'est compliqué des fois parce qu'on leur dit il faut réussir en une phrase à expliquer ce que tu veux faire et en quoi c'est différenciant, le fameux elevator pitch par lequel on doit tous passer en tant qu'entrepreneur. Et c'est un exercice très compliqué parce qu'on se dit oui, mais moi, je suis allée réfléchir dans le moindre détail et du coup, de devoir tout condenser en une seule phrase, c'est un peu c'est vécu un peu violemment. Et ne plus donner les détails en question. Exactement. Voilà. Alors qu'en fait, ça fait partie de l'exercice. Bien sûr. Et ça fait aussi partie d'un exercice sur lequel on n'est pas très à l'aise et qui pourtant est très très important, notamment dans l'immatériel, qui est le réseau. Et donc, faire du networking, rencontrer des gens, nouer des relations de travail, ça fait aussi partie du travail à temps plein d'un entrepreneur. Et ça, c'est aussi une notion où on accompagne vraiment les femmes parce qu'elles ont tendance à être plutôt isolées, et elles ont tendance à se dire qu'elles ne savent pas faire ou oui, mais le networking, c'est peut-être un peu trop intéressé. Voilà. Donc, on essaye aussi de lever des barrières sur ces éléments-là puisque sans réseau, on n'avance pas. Oui, alors là, vous parlez d'un accompagnement spécifique. Donc, c'est quelque chose dont on peut parler aussi, parce qu'aujourd'hui, il existe un grand nombre de possibilités d'accompagnement généralistes, mixtes, qui n'excluent pas les femmes sur le papier. Et pourtant, dans une étude, alors une étude qui date de 2015, qui n'est pas publiée dans la revue de l'entrepreneuriat, les femmes déplorent que ces accompagnements soient pensés dans une logique qui est androcentrée, à laquelle elles sont censées se conformer, mais en fait, elles n'y arrivent pas. Il y a beaucoup de femmes qui font un premier rendez-vous dans ces structures d'accompagnement et qui n'y retournent pas par la suite. Parce qu'elles sont en quête de sens dans leur action d'entreprendre et que bien souvent, elles sont dans une logique qui est assez focalisée finalement sur leurs propres aspirations, alors qu'elles sont confrontées à une logique d'accompagnement qui est plutôt, elle, centrée sur l'environnement. La première chose quand on arrive à un accompagnement, c'est bonjour, ok, est-ce que vous avez fait votre étude de marché, qui est typiquement une vision masculine des choses dans laquelle finalement beaucoup de femmes ne se retrouvent pas. Et donc, ça explique qu'aujourd'hui, émerge un certain nombre d'accompagnements depuis quelques années maintenant qui sont spécifiquement féminins. Alors, il y a cet élément-là. Il y a aussi le fait que, en fait, avant d'arriver à l'étude de marché, il faut aussi qu'on soit au clair sur ce qu'on est, sur ce dont on a envie. Et effectivement, les femmes entreprennent beaucoup parce qu'elles sont dans une quête de sens. Et elles ont besoin de se dire que les actions qu'elles vont faire, et donc un véhicule pour ces actions, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise qu'on va monter. Elles ont besoin de savoir que ce véhicule a du sens, qu'il est cohérent avec ce qu'elles veulent et qui va permettre d'avoir un impact positif. L'impact positif est vraiment quelque chose d'important quand on parle avec les femmes au niveau de l'entrepreneuriat. Chez les hommes aussi, mais chez les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est important pour elles. Et donc, avant d'arriver à l'étude de marché, elles ont besoin d'être sûres et d'avoir validé cette cohérence, cette congruence entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles projettent de faire.
Donc, quand on arrive dans un programme d'accompagnement où on est tout de suite sur le projet et où on ne parle pas du tout de la posture et on ne parle pas du tout de la personne, et ben, il y a un socle fondamental en fait qui manque pour les femmes. Bien, et donc dans la question des réseaux aussi professionnels, hein, on voit que les femmes n'adhèrent pas aux réseaux existants de professionnels en tout genre. Oui. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle elles n'y vont pas dans ces réseaux? Alors, elles sont moins représentées parce qu'il y a aussi une question de légitimité. Alors après, ça peut dépendre aussi des secteurs, hein. Quand on est sur des secteurs qui sont plutôt féminins, je vais vous prendre la communication ou le marketing, du coup, les femmes sont plutôt à l'aise parce qu'elles sont rapidement entre pairs. Par contre, quand on est dans des industries, quand on est dans de l'ingénierie, il y a aussi une question de légitimité qui peut se poser. Et après, je le rappelle, il y a aussi le fait de… quand on parle de networking, on parle souvent d'after work, on parle souvent de moments en soirée. Et en fait, très souvent, la femme est en charge de la famille. Et donc, ce sont des temps qu'elle aura dédiés à sa maison, sa famille, ses enfants. Donc, repenser le networking pour les femmes, c'est aussi repenser, comme vous le disiez, le temps et l'espace. Où est-ce que je vais ? Donc, dans un endroit où je me sens à l'aise et qui correspond aussi, qui fait écho avec le fait que je sois une femme et que je l'assume et que j'ai envie aussi d'avoir des moments qui, moi, me font plaisir. Bien sûr. Et en même temps, d'avoir le temps, donc de les positionner à des moments qui ne viennent pas télescoper d'autres activités, notamment mes activités de mère ou d'épouse. Bien entendu. Alors, il existe maintenant un certain nombre quand même de nouvelles structures ou de structures qui existent depuis un certain temps. On peut citer, je ne sais pas, les premières, les pionnières, Willa. Mais voilà, il y a encore, c'est encore récent finalement. Elles sont encore assez peu implantées. On voit, si on regarde l'exemple de certaines qui sont plutôt soit en région parisienne ou Bordeaux, Lyon, Paris, il y a quelques réseaux qui sont un peu mieux étendus, mieux répartis en France, qui ont des antennes aussi dans des départements un peu plus ruraux. Donc, c'est intéressant de voir. J'avais vu notamment Mampreneur qui est pas mal étendu en France. À La Réunion, qu'en est-il ? Alors, à La Réunion, il y a pas mal de réseaux locaux. C'est ça qui est intéressant. En fait, quand on regarde l'entrepreneuriat féminin, donc il y a effectivement le fait de regarder ce qui se passe au niveau national. Et donc là, on est plutôt sur des grandes villes. Et on a par exemple les premières qui sont présentes de mémoire en Guadeloupe ou en Martinique, mais en tout cas très certainement aux Antilles, mais pas encore à La Réunion. Et quand on regarde le territoire, en tout cas sur La Réunion, on a des réseaux d'accompagnement, on a des réseaux féminins, mais qui sont plutôt locaux. Vous allez avoir par exemple un Elite, Ensemble, vous allez avoir Effoir, Défi de femmes, avec qui on collabore, qui sont des partenaires chez The Wonders, parce qu'on pense que ensemble, on va aller plus loin et qu'on est très à l'aise sur le fait qu'on apporte un accompagnement et qu'on accompagne des profils qui sont différents, complémentaires et qui correspondent parfois à des moments différents de sa vie d'entrepreneur, parce qu'il y a aussi ça. Quand on change d'échelle, quand on passe de porteur de projet à dirigeante, on se reconnaît plus ou moins dans un réseau ou plutôt dans l'autre. Et donc, le but aujourd'hui, quand on travaille tout ensemble, c'est de se dire, une personne qui veut entreprendre, quel que soit le moment où elle en est dans sa vie d'entrepreneur, elle va pouvoir trouver l'accompagnement qui lui correspond. Et donc, c'est pour ça que je suis très contente qu'on ait une richesse au niveau de La Réunion et que ce soit aussi des initiatives locales. Parce que c'est vrai que déjà en métropole, d'une région à l'autre, il peut y avoir des spécificités. Mais quand on passe en plus sur l'outre-mer, on a des questions tout bêtement fiscales qui sont différentes. On a des questions de référence au niveau de la région, au niveau des départements qui sont différentes. Donc c'est intéressant et c'est important aussi d'avoir cet accompagnement qui ait un fort ancrage local. Effectivement. Et pour ajouter une petite chose, maintenant, il existe aussi des réseaux à la fois d'accompagnement, spécifiquement féminin, mais on a même des réseaux de financement, des business angels 100% féminines. Donc, ça ouvre la porte aussi à beaucoup de choses pour les femmes. Tout à fait. En fait, c'est important ce que vous relevez, c'est qu'il y a eu une première partie, et c'est normal, qui a été comment est-ce qu'on accompagne les femmes à entreprendre. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'idée au projet. Une fois qu'on est dans cette logique de projet, il y a un moment où arrive le financement, parce que ça reste le nerf de la guerre. Si on n'est pas financé, son entreprise, soit elle ne sort pas avec les bonnes ambitions, soit elle n'est pas viable. Donc à un moment ou à un autre, ça veut dire que je vais devoir fermer. Donc quand on est arrivé à avoir assez de foisonnement sur la partie création d'entreprise, on a vu se structurer effectivement des réseaux de financement, que ce soit des business angels ou même que ce soit des entreprises qui ont du coup des fondations, qui ont un focus particulier sur les femmes.
Vous avez la Fondation Margaret, vous avez Orange aussi qui a des actions particulières auprès des femmes, vous avez Veuve Clicquot. Enfin voilà, il y a pas mal aujourd'hui de grandes entreprises qui, par le biais de fondations, encouragent aussi les femmes à entreprendre. Et effectivement, sur la partie Business Angels, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive sur le côté financier, ou quand on arrive en entretien d'embauche, c'est exactement la même chose. En fait, on va projeter sur la personne qui est en face de nous des stéréotypes ou des choses que l'on rattache à soi-même. Et donc, quand je suis un homme et que je pense d'une certaine façon, eh ben, je vais projeter ça sur un autre homme et je vais me poser la question pour une femme. Ce sont des biais cognitifs, c'est quelque chose qui n'est absolument pas conscient au départ et qui nous permet de naviguer. Hein. Ces biais cognitifs sont là pour une raison, mais il faut en être conscient pour savoir lesquels on garde et lesquels on ne garde pas. Mais du coup, quand on arrive sur le financement, on aura tendance à se poser plus de questions sur la capacité d'une femme à pouvoir faire fructifier son investissement, gérer son investissement, arriver au bout de son projet. Et quand on rajoute à ça parfois un problème de posture ou de présentation des femmes, et bien du coup, Exactement. dans le comportement qu'on va avoir, on va juste valider en fait ces biais cognitifs. D'où le fait de travailler à la fois sur la posture et sur les structures de financement et de s'assurer que quand on est devant un parterre de financiers, qu'il y ait au moins une femme qui soit représentée. Pour qu'il y ait une certaine neutralité en fait, qui s'installe dans le traitement du dossier. Oui. Oui, et en plus, alors déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, mais on l'a pas formalisé réellement, de dire que les femmes empruntent moins. Donc le chiffre de l'emprunt, il est plus bas, mais il n'est pas attribué à une seule cause. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'elles n'obtiennent pas autant de financement, elles en demandent moins, elles en obtiennent moins quand elles en demandent. Donc voilà, on trouve des solutions aussi par rapport à ça, et c'est ce qui est intéressant. Alors, bien, on peut avoir un accompagnement, on peut avoir un réseau par la suite en tant que femme entrepreneur. Bon, quand même, les recherches divergent encore à ce sujet-là. C'est important de dire que certaines recherches disent que c'est une bonne chose qu'il y ait ces structures d'accompagnement qui sont spécifiques. Et d'autres recherches, au contraire, préconiseraient d'intégrer davantage les problématiques de l'entrepreneuriat féminin à des structures généralistes, mixtes, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça très intéressant, justement, le fait que déjà, il y ait des études qui donnent des choses contraires. Déjà, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'il y a une vraie neutralité sur les choses. Et ensuite, en faire rentrer des thématiques ou des modules d'accompagnement qui soient spécifiques aux femmes, pas forcément, mais en tout cas, qui soient des thématiques qui sont spécifiques, enfin, qu'on a jugées jusqu'à maintenant spécifiques pour les femmes. Oui, alors qu'on ne nomme pas spécifique. Bonjour, vous venez dans un atelier spécifique pour les femmes, mais un atelier thématique confiance en soi, un atelier thématique, voilà, qui soit en lien avec les problématiques sans les nommer. Voilà, le but est juste de se dire, comme on se le disait en début d'entretien, quand j'arrive dans une structure d'accompagnement, je sois sûre que la partie posture, confiance en moi, elle soit adressée. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce qui se passe quand on est sur la thématique de l'inclusion, de façon générale, hein, là on est sur l'inclusion femmes, hommes, on peut être sur l'inclusion des personnes handicapées ou autres. Ce dont on se rend compte, c'est que quand on est plus inclusif, et que donc on fait rentrer des thématiques qui étaient considérées comme spécifiques à une typologie de personnes, pour la raison X ou Y, tout le monde y gagne. Parce que quand on va parler posture et confiance en soi, certains hommes qui ont aussi besoin de cet apport-là pourront du coup y avoir accès. Donc, on serait tous gagnants à pouvoir proposer justement ces modules. C'est sûr. Alors après, il y a d'autres freins qu'on a évoqués tout à l'heure. On n'est pas trop rentré dans le détail, mais il y a ces freins structurels qui, du coup, ont été levés pour partie avec une partie législative qu'on a vue tout à l'heure. Mais par contre, en termes d'éducation, aujourd'hui, on en est où par rapport à ça ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Du coup, je vous donne deux choses. On a une carte sur le légal, justement, qui nous rappelle qu'on fait partie, en France, des 6 pays dans le monde où on a une égalité exacte au niveau des droits entre les hommes et les femmes. Donc seulement 6 pays dans le monde qui proposent une égalité parfaite de droits entre hommes et femmes. Donc nous, on fait partie de ces 6 pays. Donc ça, c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail qui a été fait et qu'aujourd'hui, en droit, on a le même accès. Mais dans les faits, il y a une différence. Et donc, vous le soulignez très justement, la partie éducation
la thématique de l'éducation est fondamentale. Et en fait, on en revient aux représentations. On a une autre carte qui nous dit qu'en fait, si vous regardez dans un manuel scolaire de 6e, vous avez 217 représentations iconographiques. Vous avez des images, des photos, des gravures, etc. Vous en avez 217. Mais sur ces 217, il y en a uniquement 8 qui représentent uniquement des femmes. Ce qui veut dire que quand on est petite et qu'on regarde l'histoire, eh ben on se dit que l'histoire elle a été écrite par les hommes et on ne s'y reconnaît pas forcément. Et donc, dès le plus jeune âge, il faut pouvoir montrer qu'il y a des rôles modèles, qu'il y a des femmes qui ont fait avancer des causes. Et comme ça permet aussi de se dire que quand nous, notre but, c'est pas de se dire il faut que les filles puissent tout faire. C'est de dire que je sois un garçon ou que je sois une fille, je n'ai pas de contraintes dans le choix que je veux faire pour ma vie. Et que du coup, je sache que tous les métiers me sont accessibles, que toutes les industries me sont accessibles et que je suis capable de réaliser mes rêves, en fait. Oui, effectivement, en termes d'éducation, en fait, ce qu'on relevait là assez récemment, c'est que il existe une étude de 2021, je crois, qui parle alors, je me souviens plus exactement qui sont les auteurs de cette étude, mais il me semble qu'il y a une rectrice de la région Occitanie, si je ne dis pas de bêtises, enfin, entre autres personnes qui vraiment ont travaillé le sujet et qui relèvent qu'il existe encore, en fait, une difficulté d'accompagnement des enseignants, donc c'est presque un manque de formation, à ne pas faire de différence entre les genres. Et c'est déjà quelque chose qui avait été relevé en 2010 dans une autre étude qui disait on a filmé des professeurs et des enseignants pour des enfants, en fait, et qu'on a relevé qu'il y avait une différence de comportement complètement inconscient, mais entre comment on s'adresse et comment on fait fonctionner un garçon en classe et comment on s'adresse aux filles. Et donc, c'est encore aujourd'hui un sujet où on n'a pas avancé. Et en fait, on peut penser alors à l'accompagnement et au réseau pour nos générations à nous, actuelles, mais il faut aussi penser aux générations des petites filles, de nos enfants, de nos petits-enfants, et se dire qu'il va falloir aussi qu'on fasse progresser les choses dès le plus jeune âge. Oui, et effectivement, il y a une logique dans le traitement. Je vous donne un exemple qui est tout simple. Souvent, quand un maître ou une maîtresse va s'adresser à un petit garçon, il va dire mon grand. Et en fait, quand on va s'adresser, et même nous, en fait, on a cet écueil-là. On va s'adresser à un petit garçon, on va dire mon grand. Et pour la fille, on va dire ma petite, on va dire ma belle. Et en fait, là déjà, ça nous dit beaucoup sur la construction qu'on a et sur le rôle qu'on a pour les garçons et pour les filles. Donc, effectivement, il y a toute une partie de sensibilisation qui est à faire au niveau de tous les publics, pas juste l'éducation nationale, mais aussi tout ce qui est l'accompagnement dans l'enfance, tout ce qui est les associations sportives, et même nous en tant que parents, pour se dire que on doit avoir un traitement qui est égalitaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de petits noms doux et qu'on va enlever toute la partie sympathique avec nos enfants, loin de là, mais c'est de se dire dans les constructions qu'on va les aider à développer, on va faire en sorte qu'elles ne soient pas trop limitantes. Très bien. Alors, avant de nous quitter, et merci encore pour votre intervention, est-ce qu'on peut dire qu'on peut parler d'un entrepreneuriat, d'une audace au féminin, qui aurait ses propres motivations, ses propres buts, qui seraient caractéristiques en termes aussi de motivation? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure sur ce sujet? Je dirais qu'une audace au féminin, je dirais à la fois oui, à la fois non. Alors le but, c'est qu'on ait une audace qui soit aussi forte et qu'on puisse la réaliser sans aucune barrière. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite pour chaque femme. Maintenant, comme vous le disiez, il y a aussi des particularités dans pourquoi je le fais. Souvent, on entreprend parce qu'on veut être indépendant, parce qu'on veut changer le monde ou parce qu'on veut améliorer des conditions de travail pour soi et ou pour les autres. On va aussi
être entrepreneur parce qu'on veut un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Et même si en majorité, ce sont des femmes qui choisissent en fait ces motivations-là, ou ce sont ces motivations-là qui font le plus écho chez les femmes, il y a de plus en plus d'hommes aussi qui ont envie de cet équilibre entre vie perso et pro, changer le monde, avoir de l'impact positif. Donc, on est peut-être en avance d'un certain mouvement, mais nous, on aimerait bien que ce soit porté par tout le monde. Voilà, donc est-ce qu'il y a une audace particulière pour les femmes? Je ne suis pas sûre, mais est-ce que nous, on fait bouger certaines lignes parce qu'on a des aspirations qui aujourd'hui tranchent avec les aspirations des hommes, peut-être? Très bien, je vous remercie. Une petite phrase pour conclure, qui est une phrase de Simone Veil. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Pour notre part, nous accueillons autant d'étudiantes que d'étudiants entrepreneurs et nous espérons en accueillir encore de plus en plus, avec pour objectif eh bien, de faire en sorte que ces jeunes femmes, ces jeunes filles entrepreneuses puissent réaliser leurs projets. Et donc, j'en profite pour lancer un appel également aux jeunes femmes qui nous regardent et qui souhaiteraient entreprendre. Nous sommes là, nous sommes bien conscients des spécificités aussi que nous pouvons prendre en compte pour vous apporter le meilleur accompagnement possible. Et j'espère pouvoir vous retrouver. Vous avez normalement dans la story juste en dessous de la page YouTube nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine causerie de l'entrepreneuriat. Merci Emmanuelle. Merci. Et une très bonne journée à tous. Merci beaucoup.